Bonjour, c'est Dominique Moll, bienvenue sur Cinécran. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? On fait quand même des films pour qu'ils soient vus, donc quand on sent que la mayonnaise prend, que les gens voient le film et que surtout qu'il y a un bouche à oreille qui s'installe, et ce qui permet au film de s'installer sur la durée, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de films, au bout de 2 semaines, ils disparaissent des écrans. Et là, comme le film est sorti le 13 juillet, il est resté des longues semaines et même mois, où on pouvait encore le voir dans des salles correctes. Et voilà, et de sentir que le film se maintient, qu'il y a ce bouche à oreille, d'avoir aussi des retours de spectatrices ou de spectateurs qui disent que le film les a touchés. C'est évidemment très important et on fait du cinéma pour ça. Il y a toujours quelque chose d'un peu mystérieux, et puis on peut l'analyser qu'après coup, parce que si on savait avant, il n'y aurait que des films qui marchent, si on connaissait la recette. Mais je pense que ce qui a plu, c'est que c'est à la fois un polar avec une enquête, où on rentre dedans, on a envie de trouver le coupable comme les policiers, mais ça permet aussi de parler d'une thématique sociétale qui est la violence des hommes envers les femmes, puisque le point de départ c'est le meurtre d'une jeune femme, donc un féminicide. Et c'est vrai que Gilles Marchand, avec qui j'ai écrit le scénario, a très vite senti que, comme le dit un des personnages, ce qui cloche entre les hommes et les femmes allait être un des fils rouges de l'histoire et du film. Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. Après, on voulait évidemment pas plaquer un espèce de discours un peu théorique sur tout ça. Il fallait que ça soit organique et incarné. Mais on a quand même essayé de glisser ces choses-là, et notamment des questions et des questionnements. Par rapport à ce que c'est la masculinité, puisque on s'est dit ces personnages d'enquêteurs, c'est quasi exclusivement des hommes. Ils sont confrontés à la violence d'autres hommes, et notamment envers des femmes. Comment est-ce qu'ils reçoivent ça? Comment est-ce que ça les amène éventuellement à questionner leur propre rapport aux femmes ou à la masculinité? Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement des hommes qui sont censés les résoudre? Je sais pas. Je pense que le fait qu'on questionne ça, mais sans asséner des certitudes ou encore une fois des discours un peu tout faits, que beaucoup de spectatrices et de spectateurs ont apprécié ça et ont été touchés par ça, et on savait gré au film de s'attaquer à ça, de s'attaquer à cette thématique. Le point de départ du scénario, c'était effectivement le livre de Pauline Guéna qui s'appelle 18.3, une année à la PJ. Et Pauline avait passé en 2016 un an en immersion à la PJ de Versailles. Et donc le livre est un récit, c'est pas un roman, c'est un récit de l'intérieur du travail au quotidien des enquêteurs dans les différents services. Donc elle parle de plein d'enquêtes différentes, et elle parle aussi comment sont ces mecs, comment ça les touche ou non, Et donc je trouvais le livre passionnant, parce que c'est rare d'avoir comme ça une vision de l'intérieur, même si c'est un terrain ultra balisé par la fiction, mais là il y avait vraiment un côté documenté et documentaire qui était particulièrement intéressant. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports.
C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. C'est quand j'ai lu la dernière enquête qui figure dans le livre, qui est donc celle qu'on raconte dans le film, que je me suis dit, voilà, là il y a quelque chose qui m'intéresse réellement, parce qu'elle raconte comment un des enquêteurs devient hanté par cette affaire, par cette enquête, et d'autant plus qu'il n'arrive pas à la résoudre. Donc le fait que ça soit une affaire irrésolue, et il y en a beaucoup, enfin il y en a 20% en France sur tous les homicides, le fait que ça ne corresponde pas à la règle du jeu du polar, où voilà, il y a un crime au début et puis à la fin on livre le criminel au public, et là c'était pas ça. Et c'est ce qui m'intéressait en fait. Je me disais voilà, c'est une façon un peu différente d'aborder le sujet, et ça permet de porter le regard ailleurs, sur d'autres choses, sur la lourdeur de la procédure, sur comment ça atteint les enquêteurs, etc. Et ça me semblait aussi important par rapport à l'évolution de ce personnage, au trajet du personnage, que justement, à la fin, il n'y ait pas la résolution de l'enquête, et comment il va se débrouiller avec ça. Qu'est-ce qu'il en fait de ça? Est-ce qu'il baisse les bras? Est-ce qu'au contraire, il se dit il faut continuer? Voilà, c'est ces questions-là qui m'intéressaient. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. À commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Je pense rarement au casting pendant l'écriture. Enfin, évidemment, on ne peut pas complètement s'empêcher d'y penser, parce qu'une fois qu'on a attaqué une histoire, après on va voir un film, on se dit « Ah tiens, est-ce qu'un tel pourrait… » Mais c'est plus des questions. Enfin, en tout cas, avec Gilles, on n'a jamais écrit pour quelqu'un. C'est toujours une étape qui vient dans un deuxième temps. Et voilà, où on a le scénario, et puis avec les directrices de casting, voilà, elles commencent à rencontrer du monde. Et là, on savait qu'on ne voulait pas de gens trop connus, ou même des gens pas connus. Et il y a plein de comédiens dans le film, enfin notamment ceux qui les enquêteurs, les suspects, que je connaissais pas, enfin que j'ai découvert à travers ces séances d'essai. Et voilà, et donc on essaye pour chaque personnage de trouver celui ou celle qui va le mieux l'incarner, et qui fonctionne aussi avec les autres, parce que la question c'est pas que de trouver la personne juste pour chaque rôle, mais aussi de créer un ensemble, une troupe. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Par exemple, j'avais pas pensé à Anouk Grimbert, enfin qui est presque la plus connue du coup du casting, mais mes directrices de casting avaient très envie que je la voie, donc elle est venue passer les essais, et puis voilà, enfin il s'est tout de suite passé quelque chose quoi, qui était fort et singulier. Voilà, parce que c'est des rôles pas évidents, parce qu'on les a beaucoup vus dans des séries télé. C'était un peu notre obsession de se dire il faut surtout pas qu'on se dise oh tiens, une série télé, et donc ça passe par l'écriture, ça passe par la mise en scène, ça passe mais aussi par le casting, et que voilà, de trouver des gens qui apportent une approche, une interprétation un peu différente. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant, arrête-toi! Il y a une frontière, parce que pour moi c'est quand même pas la même chose de voir un film en salle que de le voir sur un écran, enfin un film ou série. Après, j'ai déjà fait 2 incursions dans le monde de la série. Enfin, c'était pas pour les plateformes, c'était une fois pour Canal+ et Sky Atlantic, et une fois pour Arte. Mais le travail. Alors c'est vrai que voilà, l'un c'était une série, l'autre une mini-série, donc la construction d'un récit est un peu différent, mais le travail, le soin qu'on apporte au travail, au casting, à la mise en scène, pour moi doit être le même. Donc après c'est comme pour un film, il faut quand j'ai fait Eden pour Arte, il y avait quelque chose dans le sujet sur ces parcours migratoires
qui me semblait important et qui me semblait intéressant de traiter, même si ça me foutait un peu les jetons, mais où je me disais oui, ça vaut le coup de s'y atteler. Et voilà, donc ça dépend. Moi, d'alterner entre films et séries, ça me va, mais c'est à la fois une question de sujet et aussi une question de producteurs et de connivence, parce que et je pense qu'il faut faire attention pour certaines plateformes que les producteurs ne soient plus pas la dernière roue du carrosse, parce qu'ils sont importants pour porter un film et le mener à bien. Et si c'est que les décideurs de la plateforme qui sont comme ça un peu tout puissants, c'est pas idéal. Il faut être vigilant, ouais. C'est vrai que toutes ces sollicitations, accompagner le film à l'étranger, ça prend quand même du temps. Après, de prendre ça comme prétexte pour dire j'ai vraiment pas le temps de penser au prochain projet, ça serait un peu facile. Donc j'y pense beaucoup et je travaille à ça. J'ai pas encore de nouveaux points de départ, mais voilà, on se voit régulièrement avec Gilles, on se lance des idées à la tête, je lis plein de bouquins, j'écoute des podcasts, et voilà, et j'attends qu'il y ait à nouveau, comme à la lecture du film de Pauline, un déclic qui se fait sur, ça peut être une petite chose, mais on se dit, tiens, ça peut être un point de départ pour un nouveau film. Essayons de déplier ça et de voir ce que ça donne. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Ce qui me fait très plaisir, c'est que là, dans les nominations au César, il y a Nadia, dans les acteurs qui étaient dans Seules les bêtes, il y a Nadia Tereskevich, il y a Laure Calamy, il y a Denis Ménochet, pour d'autres films, à chaque fois. Il n'y a pas Damien Bonnard, mais il y a Valéria aussi, indirectement pour son film. Et je trouve ça super, ça me fait vraiment très, très plaisir, bien sûr.